Alors, ça n'est pas une obsession de l'homme. La croissance est un phénomène biologique, effectivement, tout à fait naturel et tout à fait souhaitable. Le problème, c'est qu'à partir du XVIIIe siècle à peu près, une société dans l'humanité, la société occidentale, a emprunté à la biologie ce concept de croissance et aussi celui de développement. Ces concepts ont été empruntés à la biologie évolutionniste. On les trouve en particulier, mais pas seulement, déjà chez Jean-Baptiste Lamarck, mais surtout chez Charles Darwin. Et Darwin donne une définition très précise et très intéressante de la croissance et du développement. Darwin dit, bon, les organismes, avec le temps, se modifient, ils deviennent plus gros, plus grands. Donc, cette transformation quantitative des organismes, c'est la croissance. Mais en même temps, les semences ne deviennent pas des graines gigantesques, les embryons ne deviennent pas des embryons gigantesques, normalement, sinon c'est pathologique. Donc, ils se transforment, ils deviennent des arbres ou ils deviennent des animaux, et ça, c'est le développement. Alors, on voit bien qu'il y a une différence entre le développement et la croissance. Le développement, c'est la transformation qualitative d'un phénomène quantitatif qui est la croissance. Mais en même temps, on voit bien qu'il n'y a pas de développement possible sans croissance. C'est pour ça, entre parenthèses, que le développement ne peut pas être durable, parce que le développement implique la croissance, et qu'une croissance infinie est incompatible avec une planète finie. Alors, en empruntant à la biologie évolutionniste ces concepts de croissance et de développement, les économistes font une opération qui pose un certain nombre de problèmes. D'abord, est-ce que l'économie est un organisme ? À la limite, on peut considérer, comme le grand savant James Lovelock, que le système de l'interaction humaine avec son environnement est comme un énorme organisme qu'il a appelé Gaïa, la Terre, et que cet organisme réagit aux blessures, aux transformations, bon, et même peut se venger, comme le titre de son dernier livre, The Revenge of Gaia. Un certain nombre de philosophes ont utilisé aussi l'organisme comme métaphore des civilisations humaines. Par exemple, Giambattista Vico, philosophe napolitain, donc il montre que les civilisations, comme les organismes, naissent, croissent, arrivent à maturité et disparaissent. Mais l'importation de la métaphore de l'organisme en économie est une double imposture. D'une part, parce que l'économie ne peut pas être un organisme, elle ne peut être qu'une partie d'un organisme. L'économie n'est pas le tout de la société. Il y a la politique, il y a la culture, il y a bien d'autres choses dans la civilisation, même si l'économie a dévoré à peu près tout, mais malgré tout, l'économie ne peut pas prétendre à être le tout. Mais surtout, la deuxième imposture, beaucoup plus grave, c'est que tous ceux qui avaient emprunté la métaphore organique, les philosophes, nous disent, bon, civilisations naissent, croissent, se développent, et puis arrivent à maturité, déclinent et meurent. Mais les économistes ont pensé que la croissance comme quelque chose d'éternel, c'était la croissance illimitée. Alors, toutes les civilisations, toutes les cultures, généralement, ont rendu un certain culte à la croissance naturelle, la croissance des plantes, puisque l'homme vivant en métabolisme avec la nature, évidemment, ce phénomène naturel de la croissance est ce qui permet à l'homme de survivre. Mais seule la civilisation occidentale a fait de la croissance une véritable religion, un culte de la croissance, parce que la croissance économique est ce qui permet à un certain nombre d'acteurs, en particulier les détenteurs des capitaux, de faire des profits, et par conséquent, plus on croît, plus il y a des profits, selon la fameuse formule de Marx, accumuler, c'est la loi et les prophètes. Ça veut dire que accumuler, c'est le terme marxiste pour la croissance. C'est-à-dire que la croissance est dans l'essence de l'économie de marché, de l'économie
qu'il faut bien appeler capitaliste, et par conséquent, c'est introduire dans une planète limitée un mécanisme de démesure, d'illimitation, qui évidemment ne peut aboutir qu'à une explosion, qu'à un collapse, à un effondrement. C'est pourquoi on a lancé ce slogan, cette bannière de la décroissance, pour signifier la nécessité de sortir de cette société de croissance pour inventer une société différente, une société qui pourrait être soutenable et qui pourrait avoir par conséquent un futur. La transition pose un double problème. Un problème, bien sûr, au niveau des transformations, des pratiques concrètes, matérielles, qu'implique ce changement de logiciel. C'est effectivement, nous vivons dans une société de croissance, c'est parce que nous produisons et nous reproduisons cette société de croissance. Mais nous ne sommes pas nés toxicodépendants de la croissance, pour reprendre l'expression de votre collège. Nous le sommes devenus, et nous le sommes devenus à travers tout un processus d'éducation, de formatage de l'imaginaire. Et maintenant, effectivement, nous sommes bien devenus des drogués de la croissance. Alors, bien sûr, on comprend très bien, quand on a vu la petite vidéo, on comprend très bien les transformations des pratiques matérielles qui seraient nécessaires pour vivre dans une société soutenable et durable. Arrêter de polluer, arrêter par conséquent de surconsommer, de gaspiller, de rejeter des tas de déchets, etc. Ceci implique évidemment des mesures très concrètes qui ont un impact fondamental et très important sur nos modes de vie, qui les remettent en question. C'est-à-dire il faudrait, par des différents moyens, peut-être par des taxes extrêmement plus élevées que celles qui sont actuellement sur l'essence, pour réduire drastiquement la consommation, l'utilisation des voitures, qui sont une des sources de la pollution, émissions de gaz à effet de serre et du changement climatique. Il faudrait imposer aux entreprises des réglementations ou, à base d'incitation, un changement de comportement extrêmement important pour supprimer l'obsolescence programmée, par conséquent la production d'équipements qu'on doit jeter et renouveler très, très rapidement, au lieu d'avoir des équipements qui durent toute la vie et qu'on n'achète qu'une seule fois, une seule machine à laver, un seul ordinateur, un seul téléviseur, un seul téléphone portable pour toute la vie. Il faudrait se réapproprier l'usage de l'argent et ne plus, qui est un bien commun, qui peut être un bon serviteur, mais qui est toujours un mauvais maître, et ne plus la laisser gérer par des organismes privés comme les banques, et donc démocratiser la gestion, la création, l'usage et la gestion de l'argent. Alors, on voit bien que pour imposer ces changements, il faudrait que les gens descendent massivement dans la rue, comme les Roumains sont descendus pour lutter contre la corruption, mais que pas seulement les Roumains, que tous les gens du monde entier descendent dans la rue pour imposer au gouvernement, pour imposer aux entreprises transnationales, aux organismes internationaux, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation des Nations unies, pour imposer un changement radical. Alors, ce changement, cette transition, elle peut venir, elle vient à la fois donc d'une prise de conscience du fait que non seulement les gens doivent comprendre, mais ils doivent accepter d'agir autrement, et donc comprendre comment leur imaginaire a été formaté, c'est-à-dire comment même, non seulement leur façon de penser, mais leur façon de vivre aussi. Donc on est dans la situation du drogué. Le drogué sait très bien que s'il continue à consommer sa drogue, il va se détruire, mais il préfère néanmoins continuer à fumer le hashish ou à prendre des piqûres
de morphine plutôt que d'entreprendre une cure de désintoxication. Donc il ne suffit pas effectivement de faire des conférences comme je fais pour changer les comportements, il faut aussi qu'il y ait des gens qui entreprennent déjà des transformations à niveau de grassroots, au niveau du bas, des petites initiatives. Ça existe beaucoup de petites associations commencent à faire beaucoup de choses, l'agriculture biologique, la permaculture, le recyclage, il y a beaucoup d'initiatives pour donner l'exemple, pour inciter, pour démontrer surtout que ça n'est pas une chose masochiste, etc., mais qu'on vit très bien autrement, hein, qu'on pourrait vivre même mieux si on vivait sans avoir toute cette toxicodépendance, tous ces gadgets, tout ce gâchis, toute cette société qui nous pollue, qui nous stresse, avec des horaires de travail pas possibles pour produire des choses qu'on va jeter peu après. Je pense que ce n'est pas avec ce que certains appellent l'écologie punitive, hein, ou la culpabilisation des gens que l'on arrivera à cette transition, à changer les choses. C'est en donnant l'exemple que ce changement nous amène beaucoup plus de satisfaction, de joie, qu'on vit mieux, plus équilibré. C'est pour ça que nous avons sous-intitulé notre journal « La décroissance », on l'a intitulé « Le journal de la joie de vivre hein, », pas le journal du masochisme et de l'austérité. L'obsolescence, c'est d'abord l'obsolescence technique. C'est comme ça que le mot est apparu au départ, au XIXe siècle en Angleterre. Donc l'obsolescence, c'est le fait, ça vient du latin obsolere, devenir hors d'usage, c'est le fait que des équipements, des machines, des objets, on les jette, non pas parce qu'ils ne peuvent plus servir, mais parce que on a produit, on a inventé de nouveaux objets plus performants. Donc c'est très vieux de ce point de vue-là. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est quand on a inventé la hache de bronze, eh bien, la hache de pierre est devenue obsolète. Et c'est pour ça qu'on trouve dans les champs de fouilles, on trouve des quantités de haches de pierre, parce qu'elles n'ont pas été détruites, elles n'étaient pas usées, mais les gens les ont abandonnées parce que la hache de bronze était beaucoup plus efficace. Si ce phénomène, donc aussi vieux que l'Homo faber ou l'Homo habilis, n'a trouvé un nom qu'au XIXe siècle, c'est parce qu'au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, eh bien, et le développement d'innovation, ce phénomène est devenu beaucoup plus important et surtout, il a posé des problèmes pour la gestion des entreprises. Donc, ce phénomène qu'on appelle usure morale par opposition à l'usure physique. Et les entrepreneurs, les firmes capitalistes ont l'habitude, dans la gestion comptable, de faire tous les ans dans leur bilan des provisions pour amortissement du matériel, des équipements. Donc une machine à tisser qui coûtait très cher, les premiers métiers à tisser, mécanique, automatique, etc., bon, c'était très cher, les premières machines à vapeur, on estimait leur durée de vie technique, mettons, à 10 ans, mais si au bout de 5 ans, quelqu'un invente une machine plus performante, l'entreprise qui continuerait à utiliser la vieille machine, évidemment, n'est plus rentable et disparaît. Donc les entreprises sont obligées d'accélérer l'amortissement de leur matériel pour tenir compte des innovations. Et en même temps, avec la même révolution industrielle, ces mêmes métiers à tisser mécaniques permettent de produire des quantités beaucoup plus importantes de métrage de tissu, et donc ensuite il faut les vendre. Et il faut les vendre à travers la production de vêtements particuliers. Mais pour pouvoir en vendre toujours plus, il faut que les gens consomment beaucoup plus de vêtements. Et pour faire consommer beaucoup plus de vêtements aux gens, eh bien, il y a un truc qui est marketing, qui marche très très bien, c'est la mode. Alors on persuade les gens que c'est beaucoup plus chic cette année de porter un veston croisé qu'un veston droit, de porter une jupe courte plutôt qu'une jupe longue, etc. Et donc, comme ça, les consommateurs sont amenés à jeter des vêtements qui ne sont pas usés, hein, donc c'est pas là, mais qui sont atteints d'une usure morale en quelque sorte. Ils sont devenus out of date, ils sont devenus démodés.
Alors là encore, ce phénomène n'est peut-être pas aussi vieux que l'Homo faber ou l'Homo habilis, mais il est déjà très ancien parce qu'on retrouve des modes dans la Rome antique, même déjà dans l'Égypte, des pharaons, il y a des modes vestimentaires, des modes de construction des bâtiments, des modes, il y a eu une période, c'était la mode des pyramides pour s'enterrer, après ça a été une mode des cénotaphes, etc. Alors ce phénomène donc, qu'on a appelé obsolescence symbolique, obsolescence aussi esthétique, pour ça d'un côté, c'est accéléré bien sûr avec la production de masse. Bon. Et puis est apparue une idée qu'on pouvait accélérer encore les choses en trichant, finalement, c'est ça. En prévoyant que les appareils, les objets n'auraient pas une durée de vie, et donc on déterminerait leur durée de vie à partir de l'introduction d'éléments techniques qui font que l'objet ne fonctionnerait plus après une certaine durée. Donc on planifie en quelque sorte l'obsolescence de l'objet. Et ça, c'est l'obsolescence programmée. Mais avec le développement de la société de consommation, l'accélération de produire toujours plus, consommer toujours plus, jeter toujours plus, les trois phénomènes, obsolescence technique, obsolescence symbolique, obsolescence programmée, finissent par se fondre, se mélanger dans la pratique des entreprises. Alors, par exemple, le meilleur exemple, c'est la pratique d'Apple. Apple produit tous les ans, suite à une révolution, comme ils disent, une nouvelle révolution, un nouveau modèle d'iPhone, d'iPod, etc. Alors, qui nous présente des petites différences techniques. Donc, on peut dire qu'il y a effectivement un peu d'obsolescence technique, qui présente beaucoup de différences symboliques, et donc par le marketing. Donc, il y a l'obsolescence symbolique, et puis, comme il s'arrange pour que ça soit incompatible avec les périphériques antérieurs, etc., ça contient aussi de l'obsolescence programmée. Donc on a les trois phénomènes dans le même objet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, parce qu'après le film de Cosimo Dano-Ritzer, la publication de mon livre et un certain nombre de choses qui sont nées à ce moment-là, on a la volonté de certains gouvernements et de l'Europe de lutter contre ce phénomène. C'est très difficile de lutter parce que le phénomène est très difficile à cerner maintenant dans un monde aussi complexe. Effectivement, c'est une objection qui a été faite. On a dit, bien sûr, les ressources de la planète sont limitées, mais la production, les nouvelles technologies sont basées sur la production immatérielle. C'est une imposture, et la petite vidéo de tout à l'heure nous l'a bien montré. Internet est l'un des plus gros consommateurs maintenant d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Et toute cette nouvelle économie dite immatérielle, d'une part, elle a une base de fonction. Bien sûr, nous, quand on pianote sur l'ordinateur, on n'a pas l'impression de faire de la consommation matérielle ni du produit matériel. Mais tout cela repose sur une infrastructure que nous ne voyons pas, mais qui, elle, est très consommatrice de matières premières, de métaux rares, d'énergie. Et alors, certaines statistiques qui ont été produites pour démontrer, pour faire croire que la nouvelle économie était économe en énergie et en matériel, sont en fait biaisées par le fait que toute une partie de la base matérielle de cette économie n'est plus produite dans ces pays-là, elle est produite ailleurs, et particulièrement en Chine. Donc on peut produire des statistiques qui peuvent démontrer que la production, par exemple, d'un pays comme les États-Unis, l'impact matériel, donc l'empreinte écologique de cette production, aurait diminué éventuellement ou n'aurait pas augmenté proportionnellement à l'augmentation du produit intérieur brut. Mais c'est tout simplement parce que les produits consommés par les Américains, l'impact matériel des produits consommés par les Américains, ils sont reportés en Chine, d'où ces produits sont importés. Pour l'essentiel, on peut dire que nous exportons massivement notre pollution.
Alors, c'est tout à fait juste, l'obsolescence programmée est nécessaire pour lutter contre le chômage, et c'est même comme ça que le mot est né pendant la crise des années 30. Et donc on se trouve face à une contradiction. Nous avons besoin de l'obsolescence programmée pour lutter contre le chômage, mais en même temps, nous détruisons la planète et par conséquent, le problème du chômage sera résolu puisqu'on aura détruit l'humanité. Donc voilà. Alors ce dilemme, effectivement, alors c'est vrai, c'est tellement vrai que l'obsolescence programmée est nécessaire pour lutter contre le chômage qu'elle a été légalisée dans une certaine mesure à travers des mécanismes d'incitation comme les primes à la casse, par exemple en France. Pendant un certain temps, on a donné des primes aux gens qui jetaient leur voiture et qui en achetaient une autre. C'est des primes assez importantes. C'est pourquoi la seule solution vraiment efficace pour lutter contre l'obsolescence programmée et donc pour sauver la planète, d'une certaine façon, c'est la décroissance, c'est-à-dire le projet que nous développons d'un changement de logiciel pour construire une société dans laquelle les emplois, les revenus ne soient plus liés à la croissance, ce qui était le cas de toutes les sociétés avant la société moderne, et ce qui sera nécessairement le cas de la société de demain, s'il existe une société demain. Intră pe bârlog.com, abonează-te pe YouTube și urmărește-ne pe Facebook și Instagram. Dacă vrei să ne susții, donează prin PayPal sau Patreon. Îți mulțumim!